Bon, bonjour, donc merci également aux organisateurs de m'avoir permis de venir et de présenter ce topo. Alors il n'est pas spécialement centré sur les urgences, je vais essayer de revenir un petit peu quand même sur les aspects qui peuvent nous intéresser ici. Alors conflit d'intérêt j'en ai pas malheureusement, c'est pour ça que je suis venu en métro. Donc j'ai pris les chiffres de nos urgences à Gustave Roussy. Pour essayer de savoir, ils n'ont pas pu me donner la réponse, quel était le pourcentage de patients qui venaient avec une toxicité ou pour une raison apparentée à une toxicité. C'est extrêmement difficile à identifier même dans un hôpital comme Gustave Roussy où c'est pas facilement codé ou recueilli. Mais beaucoup de patients, en tout cas, qui viennent aux urgences de Gustave Roussy, viennent de leur propre chef. C'est pour ça que je posais aussi la question tout à l'heure par rapport au médecin traitant, sans forcément être passé par le médecin traitant ou en dépit d'une consultation préalable avec le médecin traitant. Alors il y a des complications pour revenir à tout ce qui porte sur chimiothérapie, complications et urgences. Il y a des complications qui sont attendues, voire espérées, comme le syndrome de lisse tumorale, la neutropénie fébrile, c'est attendu, je dirais pas que c'est espéré, mais c'est attendu. Les toxicités digestives sont bien connues. La plupart surviennent en hospitalisation et certaines peuvent survenir en ville et nécessiter à ce moment-là un retour aux urgences. Un petit mot du syndrome de lisse tumorale, la plupart du temps c'est pas un motif d'accueil aux urgences parce que ça survient sous traitement au moment où le patient est déjà dans son unité de soins. On peut avoir néanmoins des syndromes de lisse tumorale spontanés, notamment dans des pathologies type Burkitt avec des temps de doublement extrêmement rapides et il faut avoir quelques notions que je vais citer ici. L'hyperuricémie, l'hyperphosphatémie, l'hyperkaliémie et la baisse du calcium sont des signes tout à fait caractéristiques de cette lisse tumorale qui peut donc survenir ou spontanément ou bien parce que le patient a eu déjà une petite corticothérapie en ville pour une raison X. Et le risque derrière tout ça, c'est de développer une insuffisance rénale aiguë et une acidose, éventuellement avec un état de choc et une défaillance multiviscérale. Alors quand on a un syndrome clinique, c'est déjà trop tard. Il faut essayer de prévenir les choses et donc je vais insister là-dessus. L'hyperkaliémie que vous pouvez rencontrer en tout état de cause, il faut contacter le réanimateur et demander à l'hématologue ou le cancérologue de votre hôpital de venir aider. Mais c'est quelque chose qui doit être rapidement maîtrisé car possiblement rapidement évolutif, ne serait-ce qu'avec une petite dose de corticoïdes lorsque le patient a par exemple un lymphome de Burkitt et dans ces cas-là, il va falloir tout mettre en œuvre pour que l'hyperkaliémie soit maîtrisée, éventuellement mettre le patient sous dialyse. L'hyperphosphatémie, la même chose. Un des messages à retenir, c'est qu'on n'alcalinise surtout pas les patients qui ont un syndrome de lisse tumorale parce que l'hyperalcalinisation va favoriser la précipitation de cristaux de phosphate de potassium dans les tubules et on va donc aggraver les choses. L'intérêt de l'alcalinisation aurait été de contrôler l'hyperuricémie, mais pour ça on a le Fasturtec qui nous permet de maîtriser les choses et donc qui évite une alcalinisation indue. Donc je ne reviens pas là-dessus, je passe assez rapidement. Une hydratation qui doit être importante, un transfert précoce du malade en réanimation, mais la plupart du temps ce sont des malades qui sont ou bien très hyperleucocytaires que vous voyez qui vous sont adressés de ville pour une découverte suite à un syndrome infectieux par exemple d'une leucémie aiguë ou qui ont un lymphome de Burkitt. Donc c'est un syndrome clinico-biologique extrêmement grave, qui est toujours d'actualité, qui peut survenir avec les nouvelles thérapies. Il y a des traitements efficaces. Il faut ne pas aggraver le patient initialement et notamment ne pas l'alcaliniser et bien connaître ce syndrome pour en reconnaître les signes biologiques et les facteurs de risque. Le but étant qu'en traitant vite et bien le patient, par exemple lorsqu'il a notamment un lymphome de Burkitt, qu'il puisse avoir absolument son méthotrexate à J21.
Alors, je vais essayer d'éviter, enfin, il va y avoir une partie catalogue dans toute cette affaire. On va voir à la fin que peut-être le futur et ce sur quoi on essaye de travailler à Gustave Roussys et d'autres, Cochin particulièrement, avec François Goldwasser, c'est sur la prévention de ce qui peut arriver aux patients, la prévention des toxicités. Dieu sait qu'en cancérologie, on arrive à être toxique pour le patient, souvent trop. Et donc les drogues cytotoxiques entraînent par exemple de la cardiotoxicité ou de la toxicité cardiovasculaire, de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose. Et tout le monde connaît l'insuffisance cardiaque liée aux anthracyclines. Je vais peut-être un peu plus aujourd'hui insister sur les nouvelles molécules puisqu'on est à l'ère des thérapies ciblées qui se développent à vitesse grand V. Donc la toxicité cumulée des anthracyclines, cette diapositive empruntée comme à peu près toutes mes diapositives à Stéphane Edéry de Saint-Antoine. Ce que l'on peut voir en aigu, plus que la toxicité chronique, ce sont ou bien de l'hypertension, ou bien des myocardites aigus, ou des troubles électrocardiographiques. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut rencontrer, pour lequel vous pouvez être contacté. Et la toxicité des anthracyclines, dans ces cas-là, elle est relativement non réversible, en tout cas la toxicité cumulative. Alors voilà, on est dans une ère où se développent les thérapies ciblées et notamment tout ce qui est autour des facteurs d'angiogénèse, le VEGF, avec ce qui est à l'extérieur de la cellule, le récepteur au VEGF, ce qui est à l'intérieur, la tyrosine kinase, ce qui permet de transmettre le signal du VEGF qui fait multiplier la cellule endothéliale vers l'intérieur de la cellule. Alors on va mettre des anticorps anti-VEGF, on va mettre des leurres sur la cellule, on va sur le VEGF, on va mettre des inhibiteurs de la tyrosine kinase, toute une série de choses qui vont induire toute une série de désordres. Et puisqu'il y a anti-angiogénèse, il y a toxicité vasculaire. Toxicité vasculaire, insuffisance cardiaque. Vous avez ici un certain nombre de médicaments qui sont cités. Alors donc vous verrez, c'est les médicaments en MAB ou en INIB, tous, avec des noms tous plus à coucher dehors les uns que les autres. Celui qui est relativement ancien maintenant déjà, l'herceptine est un gros pourvoyeur de toxicité cardiaque. Vous avez ici un tableau, une étude sur la toxicité cardiaque du trastuzumab, donc l'herceptine, utilisé notamment dans le cancer du sein. Et c'est donc une toxicité à connaître absolument lorsque vous avez une patiente traitée pour cancer du sein qui vient avec un tableau d'OAP. L'hypertension également, toxicité toujours cardio-circulatoire, avec là aussi donc toujours les anti-angiogénèses, l'Avastin, mais également le Sutent, le Nexavar, que Sutent vous le verrez beaucoup dans le cancer du rein par exemple, beaucoup de toxicité au niveau vasculaire. De la thrombose, là aussi, je n'énumère pas le catalogue, en tout cas je ne rentre pas dans les détails, mais avec que ce soit le sunitinib ou le sorafenib, beaucoup de maladies thrombotiques qui surviennent plus fréquemment qu'avec les traitements classiques. Et l'allongement du QT, c'est la même chose avec des molécules qui sont particulièrement pourvoyeuses et qui commencent à apparaître sur le marché et à se multiplier. Pour ce qui est du poumon, là aussi, la chimiothérapie est une grande pourvoyeuse de chimiotoxicité. Alors, je vous présente deux cas rapidement. Une patiente qui a un adénocarcinome pulmonaire stade 4, qui est en progression après 2 lignes de chimiothérapie classique, qui reçoit en phase 1 un inhibiteur irréversible de l'EGFR qui s'appelle AZD9291 et qui arrive aux urgences en détresse respiratoire et que l'on met sous une antibiothérapie empirique. Lorsque l'on fait son scanner qui est à gauche et puis la radiographie pulmonaire qui va évoluer après quelques jours, on voit ce syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral et finalement, après plusieurs recherches diagnostiques et lavage broncho-alvéolaire négatif pour toute une série de recherches, notamment infectieuses, on conclut à une toxicité du médicament sur les poumons. On réduit notre traitement anti-infectieux, on ne laisse que les corticoïdes et la patiente qui a dû malgré tout être intubée peut être extubée et sort rapidement du service.
Même chose avec cette autre patiente qui a pour un adénocarcinome bronchique, un syndrome cave supérieur, une radiothérapie, de la chimiothérapie par carboalinta, qui va avoir une progression tumorale qu'on va traiter par docétaxel et un inhibe supplémentaire que vous n'aviez pas encore vu sur les diapositives précédentes et qui là aussi va venir avec un tableau pseudo-infectieux qui va être traité, augmentin, puis tazocilline. Et lorsque on intube la patiente et qu'on lui fait une fibro-LBA, puis que malheureusement on doit l'intuber après, on va trouver un grand nombre de lymphocytes activés, de polynucléaires neutrophiles, pas du tout d'éosinophiles. On conclut à une toxicité de la chimiothérapie, on ne laisse que la corticothérapie, la patiente s'améliore très vite et est extubée. Donc tous les nouveaux médicaments doivent être supposés responsables d'une atteinte pulmonaire, même si c'est par défaut et après avoir éliminé les causes infectieuses, il faut pouvoir les incriminer. Alors on peut voir les choses comme de façon assez résumée, comme ce qu'on a essayé de faire. Ça c'est le chapitre qu'a fait François Vincent pour le e-book. Les tableaux classiques, la bléomycine et la fibrose, le méthotrexate et la toxicité aiguë. Attention, par voie intratécale, on peut aussi en avoir. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, donc là aussi, donc on est toujours dans les anti-angiogéniques. Les taxanes, notamment le taxotère. Ça, c'est la vision encore plus complète, et alors là, on rentre dans des gros tableaux où tout est écrit, c'est compliqué, il y a des inhibes partout, des MAB partout, et à peu près tous les tableaux sont possibles en aigu ou de façon plus chronique. Alors, vous avez ici un focus sur justement les anti-angiogéniques, qui peuvent donner des atteintes pleurales diffuses, qui peuvent donner des acute lung injury, qui peuvent donner du bronchospasme. Alors je vous ai mis les traductions de ces médicaments parce que même moi qui en vois à peu près tous les jours, je ne les rappelle jamais. Mais le mieux quand même, c'est ce que vous a dit mon prédécesseur, c'est d'aller sur Pneumotox et de regarder, ou surtout de vous adresser au cancérologue de votre hôpital pour vous dire si le médicament est possiblement responsable de quelque chose dans l'expérience qu'il en a, et on va travailler sur l'imputabilité extrinsèque et intrinsèque d'un médicament possiblement toxique. Pour ce qui est de la néphrotoxicité, c'est la même chose. Vous connaissez tous, je pense, le groupe ICAR qui travaille à la Pitié et qui est d'une importance précieuse pour nous aider à comprendre ce qui se passe autour d'un patient qui a une toxicité potentielle d'un médicament et savoir comment la gérer. Le rein peut être mis à toutes les sauces, il peut être malade de toutes les manières différentes, en pré-rénal, en rénal, en post-rénal, en cancérologie. Le rein est au cœur de tous les problèmes. Alors là aussi, vous trouverez dans le e-book de la SRLF toute une liste de médicaments vieux ou plus récents, anti-angiogéniques notamment, responsables de ces atteintes rénales, avec les grands classiques, les sels de platine, l'ifosfamide, l'ométhodose, etc., la gemcitabine. Et puis vous avez toujours nos MAB et nos inhibes qui arrivent, avec les toxicités des anti-angiogéniques qui vont donner de l'HTA, de la protéinurie, des thromboses artérielles et veineuses, et un certain nombre d'autres complications, comme notamment la microangiopathie thrombotique, donc toujours ces atteintes vasculaires, puisque c'est le but même de ces médicaments-là, d'inhiber la prolifération des vaisseaux qui mènent à la tumeur, mais ça agit forcément également sur d'autres vaisseaux. Cette diapositive, elle a été là aussi empruntée à un autre collègue de Saint-Antoine, Louis Texera. La neurotoxicité, rapidement, là aussi, vous trouverez dans le e-book de la SRLF de quoi vous renseigner là-dessus. Ça donne on peut avoir des polynévrites avec notamment les sels de platine ou les alcaloïdes de la pervenche ou les taxanes. Vous avez des myopathies et puis la neurotoxicité centrale avec des presse syndromes, je vais en dire un mini-mot, des syndromes cérébelleux sous aracétine, des leucoencéphalopathies sous méthotrexate à forte dose. Toute une série de tableaux très variés. Là aussi, il faut ouvrir les livres, consulter le docteur cancérologue qui est en charge du patient pour pour essayer de s'approcher un petit peu du diagnostic.
Alors cette diapositive sur un tableau assez classique, un Press syndrome sous Avastin, patiente traitée par bevacizumab donc, et qui présente après sa 7e injection d'Avastin un ralentissement psychomoteur, une crise convulsive, cécité corticale dans les atteintes postérieures et une HTA. Traitement symptomatique et notamment donc un contrôle extrêmement précis de l'hypertension et résolution complète du tableau en quelques jours. Et donc ces anti-angiogéniques là aussi sont responsables de bien des maux, bien des guérisons, mais bien des maux également. Et là on voit que le fait que le patient ait ou n'ait pas une hypertension préalable n'influe pas réellement sur la survenue, le risque de Press syndrome, et le contrôle de l'hypertension artérielle doit être absolument drastique à base d'IEC ou d'ARA2. Je vais sauter rapidement sur les toxicités digestives, pancréatiques et hépatiques. Là aussi, vous avez hépatotox ou pancréatox, toute une série de liens internet qui vous permettent d'aller débusquer un peu les choses. Juste un mot sur les toxicités pancréatiques, par exemple, vous voyez que les inhibes, Sutent, Nexavar réapparaissent encore comme étant responsables d'un certain nombre de toxicités que évidemment on ne connaissait pas avant leur arrivée. Les toxicités cutanées, alors toute une série de choses, et notamment avec les nouveaux médicaments, les anti-angiogéniques, avec par exemple dans ces thérapies ciblées, donc antirécepteurs au VEGF, une atteinte qui va être proportionnelle à la réponse clinique du patient en termes cancéreux à son traitement. Donc des maladies qui évidemment ne concernent pas forcément l'urgentiste, mais pour lesquelles vous allez pouvoir éventuellement être confronté, auxquelles vous allez être confronté. Un mot sur les extravasations, ça vous pouvez, si un patient a des chimios à domicile, y être confronté, c'est quand même largement plus pour des chimiothérapies qui sont faites à l'hôpital. Et je rappelle rapidement les différents types de chimiothérapie, avec des chimiothérapies qui sont dites vésicantes, donc qui donnent des nécroses sévères, et vous en avez un certain nombre d'exemples sur cette diapositive, un pli du bras, un creux sous claviculaire, et puis alors même une diapositive qui est à la limite, à mon avis, du photomontage, mais qui fait tout à fait peur en bas, des médicaments qui sont plus irritants et des médicaments qui n'entraînent pas de réaction sévère. Alors, on n'arrête pas le progrès, de nouveaux médicaments apparaissent, et en particulier par exemple dans le mélanome métastatique on avait juste nos yeux pour pleurer il y a quelques mois ou quelques années, et apparaissent maintenant des nouveaux médicaments, l'ipilimumab, 80 000 € le traitement, mais des véritables réponses chez certains patients, mais qui entraînent des insuffisances anti-hypophysaires, et puis maintenant les anti-PD1, qui entraînent toute une série d'effets indésirables, notamment des pneumonies, des hépatites, des atteintes hypophysaires ou thyroïdiennes, de grade éventuellement sévère. Alors le futur ou l'idéal, et ça on est peut-être un peu au-delà des urgences, mais vous allez voir que ça va avoir un retentissement. L'idée maintenant est de concevoir le traitement du cancer autour de l'approche prophylactique de la toxicité. On a de plus en plus de malades à traiter, avec des diagnostics plus précoces, des malades qui sont plus âgés, qui sont plus polymorbides, et qui vont donc faire beaucoup plus de toxicité. Et j'ai pris cette diapositive à François Goldwasser à Cochin, qui mène un travail, je pense, vraiment extraordinaire de prise en charge multidisciplinaire autour des malades de cancérologie, avec un staff pluridisciplinaire qui vise à concentrer la réflexion non pas autour de la situation tumorale, mais autour de la personne donnée et de sa vulnérabilité à la chimiothérapie. Et à partir de ce moment-là, on va faire le point de sa vulnérabilité psychosociale, d'une part, est-ce qu'il peut assumer, lui, en général, et son milieu, cette prise en charge chimiotoxique, de sa surexposition au risque cytotoxique, de sa susceptibilité tissulaire aux cytotoxiques, c'est-à-dire ses antécédents, rénaux, son diabète, ses réserves médulaires, son risque infectieux. Et puis on va regarder notamment son état nutritionnel. Vous avez ici
une diapositive qui reprend le taux de masse musculaire qu'a le patient, son taux de sarcopénie évalué par scanner et qui est parfaitement corrélé à la toxicité de la chimiothérapie. Et à ce moment-là, ce groupe multidisciplinaire va mettre autour de la table, et donc autour du patient et autour de son parcours, toute une série de spécialistes en fonction des maladies du patient, un gériatre, un cardiologue, diabétologue, etc. Et puis, psychologue, diététicienne, assistante sociale qui, tous ensemble, vont prendre en charge ce patient autour de son parcours. Et donc, cette cellule d'interface va fonctionner soit en consultation tout court, soit en consultation téléphonique, une vigilance téléphonique dont l'objectif va être d'anticiper et de réagir autour des différentes toxicités. Et le résultat, eh bien, même s'il est difficile de faire un lien obligatoire de cause à effet, on ne peut s'empêcher de constater que dans la prise en charge des patients de cancérologie à l'hôpital Cochin, on a augmenté d'un facteur 2 le nombre de prises en charge et diminué d'un facteur 1,5 le nombre de retours aux urgences pour toxicité. Donc c'est quelque chose qui est probablement de l'ordre du futur et qui doit obéir à une vision à la fois médicale, éthique, économique de la prise en charge du patient cancéreux. Pour résumer aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, dans les toxicités aiguës auxquelles on peut avoir affaire, les extravasations, urgence chirurgicale quand on a affaire à des produits vésicants, surdosage au méthotrexate, j'en ai pas parlé, une urgence médicale, le syndrome de lisse tumorale, une urgence quasiment préventive, la neutropénie fébrile, j'en parle pas, mais urgence diagnostique et antibiotique, le pré-syndrome LAMAT, une urgence hypertensive, les pneumopathie aiguë toxique, savoir les reconnaître et à ce moment-là, mais c'est pas forcément urgentissime, mais une fois qu'on les a identifiés, les mettre sous traitement et puis surtout quand on a des toxicités, dans un premier temps, arrêter les traitements en cause, AN, oui, joli, dans les cas qui sont identifiés.